Cool. Dernier gros bloc, donc maintenant c'est vraiment vous parler de l'accord de Paris en tant que tel, parce que c'est quand même ce qui a fait l'objet d'à peu près des 3/4 de négociations sur ces dernières années. Du coup, pour revenir un peu sur un petit historique, en 2007, on était à la COP 13 à Bali. On se rend compte que le protocole de Kyoto, c'est pas ouf. Ça marche pas. Les États-Unis ne sont pas dedans. La Chine qui devient une puissance émergente, l'Inde, le Brésil sont des pays qui ne font pas partie de l'annexe 1, donc ils n'ont pas d'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, on sait que c'est des pays qui polluent. L'Union européenne a quand même réussi à tenir les objectifs du protocole de Kyoto. Les Russes ne le tiennent pas. Bref, on se dit, il nous faut un nouvel accord, plus d'ambition. Donc on se dit, on va faire la feuille de route de Bali. Et le but, c'est d'avoir un nouvel accord climatique international à Copenhague en 2009. Arrive la COP de 2009 de Copenhague, grosse tension géopolitique. Le G77 refuse un nouvel accord international. Les États-Unis de Barack Obama, à ce moment-là, s'allient au G77, fait assez inédit, et décident de ne pas en fait ratifier, mais de prendre note de la décision de Copenhague. Donc vraiment, énorme fail. Très gros doute mis sur le multilatéralisme. Il y avait beaucoup de négociateurs qui racontent après coup qu'ils se sont dit mais pourquoi on fait tout ça, on va dans le mur quoi. Donc voilà. Donc ça a vraiment porté un coup aux négociations internationales, cette COP où on s'est dit mais en fait on n'arrivera jamais à pousser l'ambition quoi. C'est mort. 2 années plus tard, on se dit quand même si on va réussir à aboutir à un nouvel accord, ce sera en 2015. Donc on crée la plateforme de Durban pour réfléchir à comment ce nouvel accord pourrait ressembler. Quelques années plus tard, à Paris, au Bourget, on adopte l'accord de Paris, qui est entré en vigueur 1 an après, parce que là encore, il a été ratifié par 55 pays qui représentaient 55% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc 1 an après. Et puis, on a mis 2 ans, COP 22, COP 23, COP 24, on a mis 3 ans à adopter ce qu'on appelle le rulebook. Et le rulebook, c'est vraiment les règles d'application de l'accord de Paris. C'est le livret de mise en œuvre, en fait. C'est le manuel avec les règles. Parce qu'au final, l'accord de Paris, c'est des principes. Mais après, il a vraiment fallu pendant 3 ans se décider sur, OK, tous ces principes, comment on les adopte, comment on les met en œuvre. Donc, qui paye, qui fait l'effort. Et c'est pour ça que les négociations ces dernières années, elles ont été très techniques et au final très compliquées. Parce que comme m'ont dit certaines personnes, au final, adopter les grands principes de l'accord de Paris, c'était novateur, mais ça allait parce que ça restait des grands principes. Quand il a fallu commencer à se dire qui va faire le reporting, qui va mettre plus d'argent là, qui va s'occuper de tel programme de travail, machin, là, ça a divisé. Donc c'est pour ça qu'on a mis 3 ans à pondre des règles d'application. Mais elles ont été adoptées. Là, je vous ai remis les objectifs de l'accord de Paris, juste pour vous dire qu'ils sont vraiment... Donc, c'est l'article 2. Ils sont divisés en 3. Vous avez donc les limites de température, donc bien en dessous de 2 degrés. Il faut savoir que 2 degrés, c'est le seul truc qu'on sort de Copenhague. La question la seuil des 2 degrés, il a été décidé à Copenhague. C'est peut-être le seul truc qui est ressorti plus ou moins de Copenhague. Limiter l'augmentation de la température à 1,5 aussi. Donc, vraiment... l'ambition encore plus importante. L'adaptation, qui est maintenant mis au même plan que l'atténuation. Avant, on se dit toujours, oui, ok, s'adapter au changement climatique, c'est important, mais d'abord, ce qui est plus important, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Là, avec l'accord de Paris, on a vraiment, ok, adaptation aussi important que atténuation. Et le dernier qu'on oublie toujours, rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre résilient au changement climatique. On oublie toujours le gros aspect finance de l'accord de Paris. La base de l'accord de Paris, c'est ce qu'on appelle les NDC, les Nationally Determined Contribution, que vous pouvez traduire en français par CDN, Contribution nationale déterminée. Je vous le mets en français, mais c'est très rare. Enfin, même quand je parle en français, je préfère utiliser NDC, et c'est le terme que vous allez entendre le plus. Les NDC, c'est quoi? C'est comme des feuilles de route qui vont vraiment indiquer les actions que chaque pays décide d'entreprendre à titre de contribution à l'effort commun pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc les 3 objectifs que je vous ai présentés là juste au-dessus. Ce qui est assez intéressant avec l'accord de Paris, c'est qu'on ne part plus de la logique top-down de Kyoto où c'est
Toi, Union européenne, tu réduis comme ça et tu fais comme ça. Toi, États-Unis, tu fais comme ça. Là, maintenant, ça émerge, c'est bottom-up. Donc, du coup, ça vient des partis et les pays disent « Ok, moi, je peux faire ça, moi, je propose de faire ça, moi, je propose de faire ça, etc. » Et donc, par contre, ça a été la condition sine qua non, maintenant, c'est universel. Donc, on n'est plus dans une division Kyoto où seulement les pays développés ont des obligations. Maintenant, tous les pays vont faire des NDC et tous les pays s'engagent à rehausser leur NDC tous les 5 ans. Et quand on vous pose la question « Est-ce que l'accord de Paris est contraignant ou pas ?», la seule contrainte que vous avez dans l'accord de Paris pour les pays, c'est de communiquer des NDC et de les réévaluer tous les 5 ans. C'est la seule partie qui est contraignante dans l'accord de Paris. Donc c'est pour ça que certains disent « Oui, l'accord de Paris, c'est contraignant. » Techniquement, oui. D'autres, ils disent « Oui, mais l'accord de Paris, ce n'est pas vraiment contraignant. » Donc, vous entendrez souvent un peu ce débat. Et voilà. Et donc, ce qu'on a déterminé lors de la COP24, c'est des critères communs pour ces NDC. Parce que, en fait, certains pays avaient commencé à écrire des NDC qui étaient très stratosphériques, un peu genre sorte de document feuille de route. D'autres pays avaient vraiment rédigé des NDC avec des courbes, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, des cibles, etc. Et on s'était rendu compte que c'était impossible de les comparer. Donc, ce qu'on a fait pendant 3 ans, c'est qu'on a déterminé des critères pour qu'on ait à peu près un document harmonisé. Voilà. Le deuxième truc de l'accord de Paris, c'est le mécanisme de l'ambition. Donc, en gros, si vous vous posez la question, est-ce qu'il va y avoir des COP jusque 2030 ? Oui. Voilà. Et c'est parce que des fois, on entend genre, ah, mais il y a eu la COP 21, pourquoi il y a la COP 24, pourquoi il y a la COP 25, quand est-ce que ça s'arrête ? Ça ne s'arrête pas. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des moments... Le but, en fait, c'est de maintenir une ambition politique tout du long et que ça ne s'essouffle pas. Donc, du coup, vous allez avoir des deadlines où, en fait, on va faire d'abord ce qu'on appelle des Global Stocktake. Le Global Stocktake, c'est un bilan mondial. Donc, c'est à un moment, on pose tout sur la table, on met les NDC, les rapports de transparence, tout ce qu'on est en train de faire. Chaque pays le communique et on se dit, OK, on en est où ? Et donc, c'est suivi, il va y avoir une phase technique et une phase politique où on va faire venir des ministres pour discuter de ce bilan mondial. Donc, le premier bilan mondial, il va avoir lieu en 2023. Et en fait, les résultats du bilan mondial sont censés influencer le rehaussement des NDC suivantes. Donc, en fait, vous communiquez une NDC. Donc là, on va communiquer des NDC pour 2020. Elles doivent durer 5 ans. Donc, on en recommunique une nouvelle pour 2025. Mais entre deux, vous avez ce moment de bilan dans lequel vous êtes censé vous inspirer pour réaugmenter l'ambition de votre NDC, qui est en gros une sorte de plan climat, tout simplement. Point à dire, la France, on n'a pas de NDC, notre NDC, elle est européenne. Donc voilà. Ce qui pose toutes les questions en ce moment des Anglais qui, pour le Brexit, sont en train de rédiger à l'arrache leur propre NDC, ce qui ne seront plus sous NDC européenne. Et ils accueillent la COP en 2020. Donc ça la fout mal s'ils n'ont pas de NDC. Donc voilà. Oui. Comme ça, à l'échelle européenne, c'est pas du tout divisé entre les pays de l'Union européenne ou si ? Oula. Je ne me souviens plus très bien de la NDC européenne, mais je pense qu'on prend en compte les disparités territoriales dans l'Union européenne. Et oui. Ça marche ou pas ? Je ne comprends pas la différence entre ce document et la somme de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui. C'est quoi la différence ? Alors, la stratégie nationale bas de carbone, c'est notre stratégie de long terme. Alors bon, je ne comptais pas parler des stratégies de long terme, mais on peut y aller. Il y a un autre truc qu'on a dit dans l'accord de Paris, c'est qu'on s'est rendu compte que pour vraiment rester sous la barre des 1,5, il fallait qu'on soit neutre en carbone en 2050. Du coup, comme les NDC, c'est ce qu'on appelle la planification à moyen terme, vu que c'est tous les 5 ans. Donc c'est à court et moyen terme. Quand on fait de la politique publique, c'est des temps de planif qui sont courts. 2050, c'est un temps de planification long. Donc du coup, on s'est dit,
il faut que les États communiquent également leur stratégie de long terme, leur vision à 2050, qui doit être une vision qui englobe le climat, mais également le développement, la mise en œuvre des SDGs, donc des objectifs du développement durable, etc. Et donc en gros, chaque pays, là, pour l'instant c'est individuel, parce que dans l'Union européenne, on n'a pas acté pour l'instant qu'on avait une stratégie de long terme, parce que ça a été bloqué par la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Bulgarie. Donc pour l'instant, notre stratégie nationale bas carbone, notre SNBC, qui a horizon 2050, c'est la stratégie de long terme de la France. Et la publication pluriannuelle de l'énergie, c'est un document stratégique qui arrive en appui de ça pour expliquer nos budgets carbone. Plus ou moins. Donc voilà, donc il y a aussi les stratégies de long terme. Elles seront très importantes si vous décidez d'aller à la COP26 chez les Écossais, qui se tiendra à Glasgow, qui va être une COP très fun. Et donc, où là, la COP26, on va l'appeler la COP de l'ambition, elle va être très importante parce que les pays doivent communiquer leur NDC et doivent aussi, s'ils veulent, c'est fortement conseillé, communiquer leur stratégie de long terme. Donc en 2020, on aura une assez bonne idée de où les pays décident d'aller. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit ambitieux, pour qu'on soit ambitieux le plus rapidement possible, parce que on n'a pas le choix. Donc voilà. Et donc après, on continue en fait, si vous voulez. Donc 2025, on a publié une nouvelle NDC qui va durer jusqu'en 2030. Et en 2028, on aura un bilan qui devra influencer notre NDC de 2030. Et ça va être comme ça. Ce qui veut dire qu'après, en fait, les COP, elles vont rentrer plus dans des... On ne va plus rien décider, on va juste évaluer la mise en œuvre. Donc il y a aussi beaucoup de réflexions qui s'ouvrent sur est-ce qu'on refait des COP tous les ans ? Ce genre de questions. Est-ce qu'on refait des grosses COP à 30 000 ? Est-ce qu'on ne se réunit pas juste à Bonn pour juste checker que la mise en œuvre, ça avance bien et puis voilà ? Est-ce qu'on est obligé de refaire des gros sommets à chaque fois ? Donc il y a aussi cette réflexion de plus en plus sur quel devenir pour les COP maintenant qu'on n'est plus dans la décision mais qu'on est juste dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Mince. Ok, alors hyper rapidement parce qu'on n'a plus de temps. On a également un mécanisme de reporting qui est assez robuste, qui s'appelle le cadre de transparence. Où ça, voilà, donc c'est des documents que les États doivent rendre et où ils disent où ils en sont dans leur effort, dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Il sera harmonisé en 2024. On avait déjà un mécanisme de reporting sous Kyoto, mais pareil, les pays développés ne reportaient pas pareil que les pays en développement. Là, en 2024, on fait tous le même reporting sous les mêmes critères. Donc pareil, ça va donner de la confiance dans le système et de l'engagement. Et ce reporting va aussi s'insérer dans le bilan mondial. Je ne rentre pas plus dans le détail. Les articles de l'accord de Paris, donc pour répondre à la question de quoi on parle quand on parle de l'accord de Paris, plus ou moins ce qu'on parlait aussi dans la CNUC. Donc là, je vous ai mis un peu tous les articles. Je vous enverrai les PowerPoint. Donc en fonction du sujet que vous décidez de suivre, ça peut être intéressant d'aller lire l'article auquel il fait référence dans l'accord de Paris. Parce que ce sera l'article auquel les négociateurs vont faire référence. Donc voilà. On va passer. Sur le bilan de la COP24, qu'est-ce que vous avez entendu quand on parlait de la COP24 ? Si vous avez lu l'actu post-COP24, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Sans regarder mes plus et mes moins. En regardant les blocs qui se renforcent mutuellement, mon Dieu. Donc, vous vous êtes dit, ok, c'est ambitieux, on va y arriver ou... J'ai surtout eu des retours d'amis qui étaient allés en tant qu'observateurs et qui sont rentrés quand même très déprimés, à dire que
ça avait pas l'air d'avancer. Mais après, c'était aussi parce que c'est des discussions très techniques et qui sont pas forcément faciles d'accès. Mais il disait que oui, on se mettait d'accord sur des critères, mais qu'il n'y avait aucune raison que... Enfin, laisser à chaque pays le droit de mettre leurs propres critères, c'était pas forcément très constructif et ils n'avaient pas l'impression qu'il y avait une ambition suffisante. Ok. C'est ça que j'en ai retiré. Ok. Bah, c'est vrai que la COP24, c'était une COP bizarre. Bon, c'était... Alors déjà, le pavillon de la Pologne, le sol, c'était du charbon. Enfin, il y avait, vous savez, enfin, les trucs de charbon, une vitre par-dessus. Donc, vous marchiez sur du charbon quand vous alliez... Ah oui, parce qu'il y a des pavillons. Chaque pays a son petit pavillon. C'est un peu comme une zone des expositions. Voilà, donc vous pouvez aller sur le pavillon France. Vous pouvez aller boire du café sur le pavillon allemand. Ils font toujours du café gratuit, je vous le conseille. Vous avez les Fidji qui ont toujours un pavillon très sympa où ils vous font boire, je crois que c'est du kava, qui est une sorte de liqueur... un peu, je pense que tout le monde devrait négocier sous cava, ça rendrait les choses beaucoup plus fluides. Mais voilà, donc si vous voulez aller, alors voilà, le soir vous avez des différents pavillons aussi. Alors c'est bon, c'est un peu show-off quoi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, les pays veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Là, on est vraiment dans la géopolitique du. Je te montre que j'ai le plus gros pavillon. Mais les pavillons indiens, c'est toujours n'importe quoi, hyper technologique par exemple. Donc alors là, COP25, vu qu'ils ont dû relocaliser les pavillons, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, oui, donc le pavillon de la Pologne à la COP24, le thème, c'était le charbon. Donc vous pouviez acheter des colliers en charbon, donc c'est vrai que vous arrivez là, vous vous dites, ok, ça met le ton. Et c'est vrai que c'était pas une COP où il y avait beaucoup d'observateurs, c'était une COP très techno, comparé à la COP23 des Fidji, où là les Fidji avaient vraiment créé vraiment une ambiance de cohésion. La Pologne, c'était moins ça. Donc c'est vrai que c'était une COP un peu déprimante. Après, il faudra que je recharge. Sur les plus et les moins, c'est vrai que quand même, quelque chose, c'est que dans un contexte où le multilatéralisme est remis en cause, on a 133 pages de règles harmonisées de comment on va faire fonctionner l'accord de Paris. Et ça, à 197 pays, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même important, c'est fort. Dans un contexte où on a des Donald Trump qui crient l'accord de Paris, c'est nul, gna gna gna, je me retire, etc. On a un cadre de transparence, on a un mécanisme d'ambition, on a des critères communs pour les NDC. Ça, c'est beaucoup. Alors après, c'est sûr que c'est un peu du technique, mais c'est quelque chose d'assez énorme. Par contre, les moins, on ne s'est pas mis d'accord sur l'article 6. Ça, c'est vraiment à retenir en tête. Et mon collègue en parlera, enfin mon ancien collègue, on en parlera cet après-midi, qui peut encore un peu mettre en danger l'accord de Paris. Il y a eu le refus de prendre en compte les conclusions du rapport 1.5 du GIEC, qui a été bloqué par l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie. Il me semble que c'était tout. Donc c'est vrai qu'on voulait en fait avoir une référence au fait qu'il fallait vraiment prendre en compte le rapport du GIEC dans les négociations climatiques internationales. On ne l'a pas eu. Donc ça, c'est vrai que vous vous dites quand même, il y a quand même un consensus scientifique où 99% des scientifiques vous disent quelque chose et les pays sont là genre non, on ne va pas s'en inspirer. Ça a mis un coup. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'était une COP bizarre et il y avait peu d'ambition affichée de la part des États. Il y a eu très peu de discours sur l'ambition climatique, le besoin d'avoir de l'ambition. Et donc ça, les observateurs l'ont ressenti, enfin tout le monde l'a ressenti, que vraiment c'était une COP très techno. Mais donc après, c'est vrai que quand on entend dire la COP 24, c'est un échec, ce qu'on a entendu beaucoup, Libération, Le Monde, etc., c'est à prendre avec des pincettes quand même, parce que on a un ensemble de règles, quoi. Après, s'il n'y a pas d'ambition, c'est sûr que ces règles, elles sont là, mais elles sont là. Il faut aussi qu'elles se couplent d'ambition. C'est ça qui va être important pour vous de regarder pour la COP25 et pour la COP26, surtout. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Justement, par rapport au rôle des scientifiques et du GIEC dans les négociations internationales, c'est quoi leur rôle et est-ce qu'ils sont membres observateurs aussi ? Et autre question, le travail qui se passe pendant les intersessions, est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui. Sur les intersessions, entre deux COP, en mai ou en juin, il y a une réunion qui est une sorte de mini-COP
en gros, où le SBI et le SAPSTA avancent leurs travaux et préparent les textes pour la COP, pour ne pas arriver avec rien. Donc, en fait, il y a déjà une première négociation qui se fait en intercession. C'est vrai que souvent, quand vous allez arriver à la COP, les textes seront déjà plus ou moins déjà bien travaillés, parce qu'ils les auront travaillés pendant 2 semaines aux intercessions. Donc, c'est vraiment une réunion du SBI et du SAPSTA pendant 2 semaines, en mai ou en juin, à Bonn. Il y a beaucoup moins d'observateurs aux intercessions, beaucoup moins d'événements politiques. Les ministres ne viennent pas, les présidents ne viennent pas. C'est vraiment les négociateurs. C'est beaucoup plus technique qu'une COP qui va être beaucoup plus politique, elle, et beaucoup plus médiatique, etc. Donc voilà. Sur le GIEC, donc le GIEC, en fait, conseille la CNUC. Ils ne font pas partie des négociations. Pour autant, en fait, comme ils produisent chaque année des rapports régulièrement où ils proposent des lignes directrices pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, et c'est ces lignes directrices que la COP décide d'adopter ou pas. Genre là, il me semble qu'à la COP24, on a décidé qu'on adoptait officiellement pour mesure et rapportage des émissions de gaz à effet de serre les lignes directrices du GIEC de 2016. Donc voilà, donc ils sont un peu là comme un comité de soutien. Jusqu'alors, leurs conclusions n'avaient pas vraiment fait débat. Donc tout le monde s'accordait à dire que voilà, on suivait les lignes du GIEC, machin. Mais quand on a parlé du rapport 1.5, c'était vraiment un peu la première fois où là, il y a eu une division sur la science, quoi. Bon, après, par un nombre de pays qui n'est pas surprenant non plus. L'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie et les États-Unis, c'est pas surprenant. Et le GIEC, eux, ils ont leur propre organe de négociation où ils négocient les conclusions des rapports. Le rapport 1.5 s'est négocié à Séoul, en Corée, l'année dernière. Donc ils ont aussi leur propre système de négociation, de conclusion de leur rapport, où ils négocient entre pays. Donc voilà. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir sur sur la manière dont sont prises les décisions, parce que tu as mentionné pour les gros l'accord de Paris et le protocole de Kyoto, ce seuil des 55 États qui représentent 55% des émissions. Oui. Mais pour ce qui va être décidé en plénière à la COP, là, ça se fait comment ? Enfin, les petites décisions. Parce que si tous les pays participent pas au groupe de contact, après, quand ça arrive en plénière, là, tous les pays sont présents. Oui. Voilà. Et donc là, en fait, ils valident ou ils peuvent... souvent, ils valident à peu près toutes les décisions parce qu'elles ont été décidées en groupe de contact. Sinon, ils peuvent décider de ne pas valider telle décision. Donc, il sera marqué en bas en footnote qu'ils sont retirés de telle décision. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les États sont souverains. Donc, aux Nations Unies, c'est pas comme dans l'Union européenne. Un État peut dire ça, je suis pas d'accord. Après... il faudrait que je me renseigne, mais je sais que des fois, il y a vraiment des systèmes d'opposition. Mais là, je me souviens plus très bien. Donc, j'ai pas envie de te dire des bêtises. Mais a priori, le principe de base, c'est que chaque pays décide de soutenir ou pas cette décision. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu à la carte. Enfin, on Oui, choisit c'est à la quelle carte. décision. D'accord. C'est très rare que t'aies pas que tout le monde... Normalement, ça a été bien négocié en groupe de contact. On va plutôt choisir de se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun pour que tout le monde valide, plutôt que d'avoir des décisions où il y a alors ça c'est d'accord sauf lui, ça on est d'accord sauf lui, ça on est d'accord. Tu vois ça très très rarement. Mais donc pour le rapport du GIEC par exemple, je ne me souviens plus, mais je sais qu'ils l'ont bloqué. Mais je t'avoue que je me souviens là, sur ces questions-là, je ne veux pas te dire de bêtises. Donc c'est un truc à creuser. Deuxième question, on a un peu parlé de quels sont les pays qui vont ou pas faire partie des groupes de contact, mais qui décident des sujets des groupes de contact ? Est-ce que c'est le SBI Oui. C'est eux qui... Donc c'est un organe indépendant qui décide des sujets qu'on va traiter. En fonction en fait de tous ces articles. Par exemple, l'article 2, l'article 3. Bon, ok, on doit parler des NDC. C'est quoi le souci ? On n'a pas de critères communs pour les NDC. Ok, d'accord. Est-ce que ça relève d'un truc technique ou ça relève plutôt de la mise en œuvre des politiques publiques ? Ça relève plutôt de la mise en œuvre des politiques publiques. Le SBI dit, ok, ça tombe chez moi, je le mets au point 4 de mon agenda pour la prochaine COP. Et on fait comme ça à chaque fois. Et vous avez, par exemple, transfert de technologie, ça va dans les deux. Parce qu'il y a des questions de politique publique, il y a des questions plus techniques. Agriculture, pareil.
Donc ça, c'est vraiment le SBI et le STAPSTA qui proposent leurs agendas. Mais en fait, au final, chaque année, les agendas, ils s'étoffent. Et une fois qu'on est d'accord, le sujet part et d'autres viennent. Donc au final, c'est toujours plus ou moins les mêmes agendas qui reviennent parce qu'on discute toujours de ces articles, en fait. Donc, voilà. On passe à l'agenda de l'action, du coup.